Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Les menaces sur l'environnement préoccupent. Les acteurs intervenant dans le secteur dénoncent les agressions sur la mangrove, une zone qui connaît actuellement des occupations anarchiques. Vous allez le voir dans ce journal. Relance de l'huilerie de Dabola. Cette année, la production a atteint 250 tonnes métriques d'huile brute. L'unité compte absorber toute la production d'arachide de la localité. Les détails dans ce journal. Promotion du secteur du tourisme en Guinée. Farana dispose de plusieurs sites non encore valorisés. L'aménagement de ces sites va mieux vendre la destination du Sankara. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces messages d'arrivée. Tout d'abord, ce message du président de la République islamique d'Iran à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État. Excellence, j'ai le grand plaisir d'adresser à votre Excellence mes plus sincères félicitations à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Guinée par la confiance renouvelée du peuple guinéen à votre Excellence en vous confiant un nouveau mandat pour cette présidence. Tout en nous attachant à l'amitié historique liant nos deux pays, j'espère qu'à la lumière des relations et des coopérations amicales existantes entre les deux, nous serons témoins de plus en plus du développement et de l'approfondissement des relations de coopération dans tous les domaines bilatéraux et internationaux. J'invoque Dieu Tout-Puissant pour accorder la santé et le succès à votre Excellence, ainsi que la prospérité et la fierté au peuple de la République de Guinée. Signé Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Cet autre message d'arrivée, cette fois-ci du président de la République démocratique du Congo, à son Excellence, professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, après avoir pris connaissance des résultats de l'élection présidentielle en Guinée, élection qui a permis de vous reconduire pour un nouveau mandat à la tête de ce pays ami de longue date, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Par cette élection qui confirme la vivacité de la démocratie en Guinée, votre peuple a renforcé la confiance qu'il place en vous. Dès lors, je ne doute pas que sous votre leadership dans la cohésion et la paix, les Guinéens vont poursuivre et consolider l'élan positif entamé depuis une décennie. Vous adressant tous mes vœux les plus sincères de réussite pour la Guinée, pour le peuple guinéen ainsi que pour vous-même, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité des menaces sur la mangrove le long du littoral, le phénomène persiste et préoccupe les autorités. Partout, des occupations anarchiques sont signalées. Une concertation est en cours entre acteurs intervenant dans le secteur pour sauvegarder ce qui reste des domaines publics maritimes. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Avec plus de 300 km de côte maritime, le littoral guinéen est l'un des plus riches du continent, avec 7 des 10 différents plans de mangroves répertoriés en Afrique de l'Ouest. Les forêts de mangroves sont des zones écologiques par excellence. Véritable puits carbone, la mangrove reste vitale pour la reproduction des produits halieutiques par exemple. Pourtant, le littoral guinéen subit de plein fouet les conséquences des activités anthropiques. On a tous remarqué un grand déploiement des infrastructures, notamment minières et portières, sur la zone côtière. Donc, il y a des quantités de tonnes de poissons qui sont pêchés et qui sont fumés sur le littoral avec du bois de mangrove. Donc ça, c'est un impact aussi considérable. Il y a l'utilisation également du bois pour des fins de bois d'œuvre. Aussi, la plus grande partie des constructions qui se fait à Conakry utilise le bois de mangrove. À Conakry, Guinée Écologie mobilise des acteurs évoluant dans la protection des espaces naturels.
Les débats portent sur les menaces actuelles, leurs causes et conséquences, mais surtout comment mieux protéger et arriver à une utilisation rationnelle de la mangrove. C'est d'attirer l'attention de tous les acteurs sans indexer aucun acteur spécifiquement pour qu'ensemble nous fassions en sorte d'être bien informés de ces enjeux et de ces défis et de s'assurer qu'on va faire un développement bien sûr multisectoriel, mais que chaque secteur va prendre la responsabilité d'intégrer les considérations environnementales et sociales. Le projet de réduction des impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest est accompagné par le PRCM, la Fondation MAVA et Westland International. À terme, il entend contribuer à améliorer de façon durable et inclusive la protection des mangroves, vitale pour la survie d'une bonne partie de la biodiversité marine et côtière. Au niveau de l'environnement toujours, les espèces fauniques menacées d'extinction retiennent également l'attention. Dans le parc du Moimbafing, les écogardes viennent d'être outillés sur les dispositions légales de lutte contre la criminalité faunique et floristique. Reportage Falilou Diallo. Dans le cadre du processus de création du parc national du Moimbafing, 17 agents de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique et des chefs de cantonnement des préfectures de Lapé, Lelouma, Tougué et Mali viennent de bénéficier d'une formation sur les dispositions légales en matière de protection de l'environnement, les techniques de rédaction des procès-verbaux et procédures d'acheminement des dossiers devant les tribunaux. C'est très important pour nous de les appuyer dans ce sens parce que le constat est parti de quoi? Et bon nombre d'entre eux rencontrent des difficultés dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux, dans le cadre de la procédure assive avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération, c'est-à-dire le déferment. Cette formation tombe à point parce qu'elle va aider en fait nos partenaires à pouvoir avoir plus de connaissances, à avoir un renforcement des capacités pour pouvoir lutter contre ces infractions. Créée en 2019, la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique est placée sous la férule du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Au sortir de cette formation, vous pouvez vous attendre à des agents mieux formés, mieux équipés et mieux outillés dans le cadre de leur mission et qu'à l'issue de cette formation, ils seront eux-mêmes des ambassadeurs de la lutte contre la criminalité auprès de leurs amis qui sont restés à leurs différents services. Notre niveau de compréhension des textes et des lois sont mieux maîtrisés et nous nous engageons à les restituer au niveau de nos collaborateurs qui sont restés dans les différents cantonnements forestiers et au niveau de la préfecture. Cette formation est la suite logique d'une série déjà initiée pour 11 autres agents. Le tout visant à renforcer les capacités opérationnelles des services dédiés à la conservation. Des formations axées notamment sur les dispositions légales, les valeurs de conservation et menaces du parc national du Moimbafing, mais également les différents outils de surveillance. Promotion de l'hydraulique villageoise dans l'arrière-pays. Mamou et Frigiagbe, de localités de la préfecture de Kindia, bénéficient de 280 millions de francs guinéens pour la réalisation de forages. C'est un accompagnement de la compagnie Russal Sebeka. Reportage Moussa Bangora. Russal Sebeka continue à respecter ses engagements en faveur des localités dans sa zone d'implantation. À Débélé Centre, Frigiagbe et Samaya, ce sont des forages qui ont été mis à la disposition des populations. L'idée est d'améliorer la qualité de vie des populations, l'eau étant une denrée nécessaire pour la survie de tout être humain. La construction des forages pour la population est l'une des priorités les plus importantes de la politique sociale de la CBK dans la région de Kindia. Il est important de noter que pour la CBK, ce travail de construction des forages dans les régions de notre présence est déjà devenu systématique. Pour la réalisation de ces forages, plus de 260 millions de francs guinéens ont été débloqués par Russal CBK. Avec l'obtention de ces points d'eau potable, plusieurs maladies hydriques seront évitées. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, une grande fierté. Ce village, ce secteur
Fodéa a au moins un siècle de vie. Un siècle de vie, il s'abreuvait sur les cours d'eau où aujourd'hui avec la population galopante, les cours d'eau sont maintenant hors usage, ne serait-ce que pour l'irrigation. Mais pour la consommation humaine, c'est tout un problème. Il faut filtrer, des fois il faut bouillir. Il continue dans le cadre du contenu local à faciliter la vie à nos populations. Parce que celui qui te donne de l'eau potable veut éviter des maladies hydriques. Ces 10 dernières années, Kindia a bénéficié plus de 30 forages et plusieurs infrastructures sociales de base, notamment des écoles, des mosquées et autres. Santé, la Fondation Fitima offre des consultations gratuites aux enfants myopathes issus des familles défavorisées. La visite médicale est assurée par le service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine. L'opération est soutenue par l'État et la BICIGI, ceci pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Reportage Diamo Kaba. À 7 ans, Aminatou Kesso Diallo nous donne une belle leçon de vie. Celle de ne jamais être seule, malgré son handicap. Atteinte de la myopathie depuis son enfance, Kesso a un courage et une bonne humeur remarquables. Comme elle, nombreux sont des enfants qui souffrent de cette maladie. Une pathologie qui provoque une baisse progressive de la force des muscles. Myopathie, il faut séparer le mot en 2 syllabes. Myo, ça veut dire muscle, pathie, ça veut dire maladie. Donc les myopathies, ce sont les maladies des muscles. Ces maladies peuvent être génétiques, c'est-à-dire liées à des anomalies constitutionnelles, ou bien acquises, quand vous avez une maladie infectieuse, une maladie inflammatoire, une maladie métabolique, cela peut entraîner une myopathie. Nous voulons que nos enfants deviennent comme les autres. Leur prise en charge nous préoccupe. Moi je pense que ça c'est bon. Pour attirer l'attention des spécialistes de la santé, une consultation médicale est initiée. 30 enfants myopathes sont consultés par un ensemble de compétences médicales et paramédicales. Une solidarité de Fitima Guinée pour soutenir les efforts du gouvernement. Tous ces patients que vous voyez aujourd'hui ont pu bénéficier de diagnostics très poussés. On a pu faire des scanners, vous savez que ça coûte très très cher les scanners. On a pu faire des examens biologiques de grande qualité avec un partenariat avec des labos de premier plan à Conakry. Certains ont pu avoir des radiographies, enfin on a fait toute une batterie de tests et d'examens qui permettent d'avoir un diagnostic le plus précis possible. Et en fait, quand on a un diagnostic précis, on peut avoir une prise en charge adaptée et efficace. Cette action humanitaire annonce les couleurs de la Journée internationale des personnes handicapées, prévue le 3 décembre 2020. Dans le cadre du développement, la relance de l'huilerie de Dabola connaît un succès. Cette année, la production mise sur le marché est de 250 tonnes métriques d'huile brute. Beaucoup d'efforts sont fournis pour que l'usine atteigne sa vitesse de croisière. Reportage grand format sur cette unité industrielle avec Abdul Karim Kamara. Cette année, les champs d'arachide ont connu un regain d'activité dans les préfectures de Kouroussa, Dabola, Dinguiraï et Farana. Ces localités comptent plus de 5000 producteurs et constituent le principal bassin arachidier dans l'approvisionnement de l'huilerie de Dabola. Aujourd'hui, ces producteurs sont tous requinqués par la volonté du chef de l'État à redonner vie à ce joyau industriel. Pour que nous demandons à l'État d'interdire l'exportation de notre arachide afin d'orienter tout ce qui est produit vers l'usine. Nous rassurons le président qu'il peut compter sur nous. 277 centres de collecte assurent cet approvisionnement. À l'usine, les appareils appelés sauterelles n'ont pas de répit pendant des heures pour stocker la matière première. Pour ne pas casser ce rythme, une stratégie de motivation des paysans est mise en place.
Leur principale préoccupation, c'est d'apporter de l'aide à temps. Donc nous avons fait des promesses qu'avant la moitié du mois de mars, que tout ce qu'il y a comme besoin exprimé par les paysans soit récapitulé, étudié au niveau de la direction ici. Pour la campagne 2019-2020, les producteurs ont fourni 1100 tonnes d'arachide et l'usine a pu produire 250 tonnes métriques d'huile brute non raffinée. Chaque année, nous avons une augmentation de 10 000 tonnes qui aboutira à une quantité cumulée produite après 3 ans, qui est 30 000 tonnes. Dès que nous atteignons les 30 000 tonnes, nous rentrons dans le seuil de rentabilité. Pour le moment, ce sont les bidons de 5 litres étiquetés Copéol qui sont mis sur le marché. Mais avant, l'huile qui est produite fait l'objet de plusieurs analyses dans ce laboratoire afin de jauger sa qualité. Une huile vierge, une huile brute qu'on peut consommer en toute sécurité. Parce que c'est une huile qui est produite à partir des graines d'arachide par pression. La plante d'arachide d'abord, elle est bio, donc c'est bénéfique pour la santé. C'est nutritionnel, c'est cosmétique et c'est thérapeutique. Ici nous avons une raffinerie, maintenant on peut vendre l'huile sur toute l'étendue du territoire et même l'État n'interdit pas l'arrivée de l'huile. L'huile va s'interdire d'eux-mêmes parce que nous avons de l'huile d'arachide. De bonne qualité. Cet exemple de production locale ici à Dabola s'inscrit en droite ligne dans la politique d'appui à la croissance économique du pays prônée par le président de la République. Grâce à la volonté et à l'engagement personnel du chef de l'État, notre tissu industriel connaît un regain de vie, ce qui permet de transformer notre production locale, notamment dans le domaine de l'arachide, pour ce qui est de l'huilerie de Dabola. Aujourd'hui, nous sommes confiants et optimistes parce qu'il y a une organisation, il y a donc une synergie entre la direction de l'usine et les producteurs. En plus de l'huile, les résidus de la production donnent aussi des produits pour d'autres fins. La briquette, par exemple, faite à base de la coque d'arachide, sert à allumer le feu dans les foyers améliorés pour remplacer le charbon de bois. Il y a ensuite le son comme alimentation pour les animaux. Il est obtenu à partir des cristaux d'arachide et la poudre de la coque d'arachide. Et puis ce soir, je vous amène à la découverte d'un artiste comédien qui a opté pour l'entrepreneuriat jeune. Mohamed Kamara, c'est son nom, s'investit dans l'agriculture. Dans ses activités, il emploie une dizaine de jeunes et de femmes payés à la fin de chaque mois. Pour lui, comédie et agriculture sont compatibles. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Mohamed Kamara, un artiste comédien, a une passion pour la terre. Dans son domaine agricole situé à Friguiagbé, région de Kindia, il cultive plusieurs variétés agricoles, notamment la banane et l'ananas. Après la récolte, ces produits sont convoyés vers le marché de Matoto pour ravitailler les femmes. Dans ce processus de commercialisation, il recrute un groupe de jeunes et de femmes. Une main-d'œuvre locale est constituée. Ici, chaque employé trouve son compte après le travail. Au niveau de l'agriculture à Kindia, il y a 10 personnes là-bas. À Conakry ici, il y a 15 personnes, c'est 25 personnes que j'emploie actuellement. Donc comme vous voyez au marché, il y a plus de 7 femmes au marché là-bas que j'emploie actuellement qui touchent leur salaire à la fin du mois. Nous faisons le commerce des fruits et légumes ici au marché de Matoto. À travers cette activité, nous sommes payés à la fin du mois et nous parvenons à subvenir aux besoins de nos familles. Pour valoriser ses produits agricoles, cet artiste agriculteur signe un contrat avec certains réceptifs hôteliers de la place. Tous les jours, il prépare la commande pour approvisionner sa clientèle.
Au lieu que j'envoie mes fruits au marché et ça pourrit là-bas, pourquoi pas améliorer maintenant, valoriser maintenant la culture guinéenne. Donc je me suis pensé à ça, j'avais monté un projet par rapport à ça, je suis allé au champ, j'ai pris les images là-bas, tout ce que je cultive et tout ce que je peux avoir comme légumes et fruits, j'ai monté ça, j'ai déposé dans les différents hôtels. En plus de ses activités agricoles, il crée également une petite entreprise de saponification dénommée Savon Kania. Là aussi, une dizaine de jeunes sont employés. Avec des outils de bord, ces jeunes parviennent à sortir le produit Made in Guinée. À travers ces initiatives, cet artiste parvient à trouver un accord parfait comédie entrepreneuriat. Une manière pour lui de jouer sa partition dans le processus d'autonomisation des jeunes et de lutter contre le chômage dans le pays. Entrepreneuriat encore à Mamou. Les jeunes partenaires du projet Yuka étaient récemment autour de la table pour passer en revue des opportunités d'emploi, une initiative de Trias Guinée qui s'inscrit dans le cadre de l'appui à la couche juvénile, ceci pour freiner la migration irrégulière. Reportage à Mamou, Mamadou Patebaldi. Le gouvernement belge, à travers l'ONG Trias et le projet Yuka, appuie la plateforme des jeunes solidaires dans la création des opportunités d'emploi pour mieux vaincre les causes profondes de la migration irrégulière. Je pense qu'au début, nous avions un grand défi à relever. Le défi était la migration. Les familles d'abord, les amis de ces jeunes ambassadeurs au nombre de 12, il y avait beaucoup de tiraillements. Certains pensaient que si nous parrainions le départ des jeunes pour les échanges en Belgique, que la majorité n'allait pas revenir. Mais Trias étant une agréagence qui évolue dans 14 pays au monde, dont 6 en Afrique, nous avons mis les garde-fous, nous avons conscientisé les jeunes, nous les avons sensibilisés pour dire l'Europe n'est plus l'Eldorado qu'ils pensent. Donc le mieux c'est d'aller apprendre et venir, n'est-ce pas, mettre en valeur ce qu'ils auront appris. Durant les travaux, les jeunes ambassadeurs qui ont récemment séjourné en Belgique au compte du projet Yuka ont procédé à la restitution de leurs travaux axés sur l'entrepreneuriat et l'employabilité auprès des autres jeunes entrepreneurs membres des organisations partenaires du projet Yuka. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la restitution auprès des autres jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'effectuer le séjour en Belgique, mais aussi essayer de créer un cadre de concertation, un cadre de partage d'expérience sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat jeune. J'ai eu beaucoup d'expérience aujourd'hui et franchement aujourd'hui je suis une nouvelle personne maintenant là parce que les jeunes filles ont été en Belgique, ils ont rencontré des entrepreneurs et ils sont venus partager l'expérience avec nous. À l'issue de cette journée d'échange, la plateforme des jeunes solidaires s'engage à promouvoir l'employabilité et l'autonomisation des jeunes, renforcer la synergie d'action, le civisme, le leadership jeune et le développement durable, conformément aux attentes du gouvernement guinéen et ses partenaires au développement. Dans l'actualité encore en Zéré-Corée, le gouvernorat et la coordination régionale du système des Nations Unies se retrouvent pour passer en revue l'exécution du plan opérationnel de travail au compte de l'année 2020. L'exercice a permis aussi de relever des contraintes et de recueillir des recommandations pour améliorer les performances sur le terrain. Compte rendu, Mamadou Salioupaï. Pour atteindre les objectifs de développement de l'agenda 2030, le gouvernement guinéen et le système des Nations Unies ont signé un plan cadre d'assistance au développement PNUAD pour la période 2018-2022. Au terme de l'exercice de cette année, les deux parties évaluent l'ensemble des interventions afin de redynamiser les actions prioritaires contenues dans le plan cadre de l'aide au développement. Nous sommes allés de visu constater les réalités. Ce que les populations ont reçu comme investissement par les fonds de ses partenaires, sur les fonds des partenaires, et on a constaté que réellement, et les partenaires et les bénéficiaires qui sont les communautés, vraiment qu'il y a une synergie d'action. Cette revue régionale vise à identifier les défis du prochain plan opérationnel de travail 2021.
d'identifier le niveau de mise en œuvre des activités et les résultats atteints pour l'année 2020, identifier les défis, les contraintes et les boulots d'étranglement qui ont empêché à ce qu'un certain nombre de résultats ne soient pas atteints, mais aussi proposer des recommandations, des actions conjointes pour pouvoir être prises en compte dans le plan de travail pour l'année 2021. Au terme de chaque exercice, les parties prenantes se retrouvent pour faire le point sur l'évolution de l'agenda 2030. Ce pour apporter à la Guinée l'assistance technique et financière nécessaire afin de réussir le pari du développement. Aussi cette carte postale du côté de la préfecture de Farana. La localité dispose de nombreux sites touristiques, des attractions naturelles non encore valorisées. À côté, les structures d'accueil connaissent une nette évolution avec les chantiers de la cité Niger. Farana, une destination touristique en devenir dans ce reportage de Ansouman Toumani Kamara. À ce jour, la commune urbaine de Farana dispose de 5 structures hôtelières. Des réceptifs privés qui offrent toutes les commodités, même si la capacité d'accueil reste relativement faible. Avec le chantier de la Cité du Niger en voie d'achèvement, l'État est venu combler ce déficit. Sur ce vaste espace aménagé, on y dénombre 8 cages, un restaurant, une salle de conférence d'une capacité de 500 places, une piscine et une fontaine. Au regard donc de l'image qu'offre la cité aujourd'hui, notre souhait le plus ardent est de mettre dans le plan d'action du gouvernement, en termes des projets de rencontres internationales, des rencontres des chefs d'État et pourquoi pas le conseil des ministres de notre gouvernement ici à Farana. À côté de ces infrastructures d'accueil, Farana offre aussi aux visiteurs de nombreux sites touristiques naturels. Farana est une destination touristique à cause de ses ressources naturelles magnifiques. Mais malheureusement, ce n'est pas aménagé. Dans le parc national du Haut-Niger, dont l'accès est pour le moment difficile, le touriste est émerveillé par la colonie de chimpanzés. Et dans le fleuve Niger qui arrose le parc, des hippopotames ont leur temps de sortie. Aussi, tout au long du Niger, les rives deviennent des plages d'attraction en saison sèche. À Tindo par exemple, cette plage est témoin des hauts faits historiques de Farana. Nous voulons qu'aussi l'État nous aide pour aménager ici parce que c'est un lieu historique. Donc si toujours il doit se continuer. Zone d'un riche patrimoine culturel, Farana attire les visiteurs aussi à cause de la famille du charmeur de serpents dans la communauté Djalonké. Religion dans ce journal, inauguration de la mosquée centrale de Limbita dans la préfecture de Dubreka. L'ouverture de ce lieu de culte a mobilisé du monde autour d'un idéal de paix et de quiétude sociale. D'autres invocations pour le développement de la localité ont été aussi dites lors de cette cérémonie. Fatima Diallo. En plus de son art humoristique, Aboubakar Souma s'investit dans la religion. À travers une collecte, il a réussi à mobiliser des fonds pour la rénovation de la mosquée de Limbita de la préfecture de Dubreka. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de ce lieu de culte. Vous avez été nombreux à participer à la rénovation de la mosquée de Limbita. Vous vous êtes mobilisés autour d'une cause noble qui n'est autre que notre religion. En ouvrant votre cœur et votre âme pour redonner une belle image à cette grande mosquée de Limbita. Nous ne pourrons remercier et demander une fois de plus à Dieu de vous protéger et protéger la famille. Cette bénédiction va aussi à l'endroit de nos frères et sœurs de la diaspora qui, pour leur part, nous ont rejoints en fournissant le maximum d'eux-mêmes. Qu'Allah soit avec eux. Construite il y a plus de 4 décennies, c'est la première fois que la mosquée de cette localité est refaite. Les travaux ont duré 4 mois. Cette inauguration est une occasion pour les fidèles musulmans de se retrouver et de communier. Résidents et ressortissants de la localité se sont fortement mobilisés pour vivre l'événement. Moi, je suis très touché du fait que
nos compatriotes, cela veut dire les Guinéens de l'étranger, ainsi l'association qui est là, se donne la main pour contribuer sincèrement, ça nous donne encore le courage, ça nous donne encore plus de force pour contribuer toujours à non seulement renforcer les liens entre nous, les Guinéens, et entre les musulmans. Cette action incite les fils ressortissants et résidents à œuvrer pour le développement de leur préfecture. Un bel exemple d'engagement citoyen au développement local, salué par les leaders religieux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Bigori et Mankountan dans la préfecture de Bofa, comme partout ailleurs dans le monde. Bonsoir.